Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Life is Strange sort de... Quoi ? Hein ? Moins je parle fort et plus vous entendez quoi. Alors, Life is Strange, quand tu dis des trucs intéressants, on t'entend ? Ouais, c'est ça. il y a un nouveau Life is Strange qui sort là maintenant. Il y a un nouveau, Ah, le truc. il y a un nouveau Life is Strange ? Attends, non. Depuis quand ? Qui s'appelle True Colors. Ah, mais Ouais, il ça- avait l'air un peu C'est pas cheap, faux. non Je sais celui-là pas. Cheap ? Non, il a l'air ultra beau. Il est vrai. pas fait par Visuellement, il a l'air fort. oufissime. Il est beau. Il a l'air beau. Mais après, Attends, par contre, c'est l'intro la plus longue du monde. Hein. Mais déjà, est-ce qu'on a une intro avec ça ? Ah oui, y a pas Tu d'intro, vois, là. on est même pas sûr. le Contrecast, épisode 33, c'est parti. Non, je sais. Le Contrecast, c'est quoi ? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous. Et on commence par un traditionnel tour de table en physique, ça c'est assez fou, avec celui qui a changé de chronique il y a quelques heures. Bonjour Cotrus. Bonjour. En fait, j'ai changé il y a quelques jours, mais je te l'ai dit il y a quelques heures. Ah bah j'avais pas l'info, Ouais, donc tu vois, voilà. tu vois ce professionnalisme. C'est parfait. Et de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Je vous parle d'un reportage sur le Kung Fu. J'ai hâte, magnifique. C'est tellement pas sincère. Ça avait l'air trop bien. Non, en Wow. vrai, c'est parce que je pense à ce que j'ai écrit en intro de ton sujet. D'accord. Et c'est un fun fact sur moi qui est assez rigolo. Vous avez foutu de moi. T'as fait des kung fu ? On continue le tour de table avec celle qu'on n'avait pas entendue, pas vraiment entendue. J'ai écrit parce qu'on t'a un peu entendu en mode j'ai fait une intro et j'ai fait l'épisode spécial, mais pas vraiment entendu Trop depuis compliqué. l'épisode 27, c'est-à-dire Ah, c'est février Mais 2021. non. Non. C'est pas vrai. Bonjour Anya. C'est vrai ? Ouais, c'est Ah ouais bah, c'est, Oh là là là. d'après mes sources. Ah, je m'en veux, pardon. Bah non, mais c'est Enfin, pas je grave, m'en ça fait veux. plaisir de te retrouver justement. Bah ouais, mais moi aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ouais, mais ça fait que 5 mois, c'est pas la mort en vrai. Je sais pas. Ça... Plus 2 pour l'été. Ouais. Ah, j'avoue. Ouais. Ça fait Ouais. 7, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait Ouais, la ça- moitié de l'année. Ouais, du coup. ça fait quand même pas mal Ouais, de temps. Ouais. Tant que tu payes ta cotise à la sauce. Et tu nous parles de quoi aujourd'hui ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai en plus. Et pour changer, je vais vous parler d'un jeu indé qui s'appelle The Wild at Heart. Ouf, cette prononciation. Il était bien, il était bien. J'ai j'ai bien hâte. aimé. C'est pas mal, ça. Le sourire crispé. Et on termine ce tour de table avec celui que je ne pense pas avoir revu depuis une certaine soirée dans un bar avec des personnes du vaisseau telles que Alex, Sam ou encore Théo. Bonjour Zéphiriel. Non, c'est vu alors après. Ouais, je sais, mais j'avais fait ça avant, donc tant pis. On s'est vu en même temps que les patronautes en début août. C'est vrai, C'était mais le 7 août, je crois d'ailleurs. En fait, on en a parlé un tout petit peu avant C'est l'enregistrement. vrai. Bonsoir Jordan, comment Alors, tu vas ? N'hésite pas à dire bonjour parce qu'il y a des gens qui nous écoutent à n'importe quelle heure de la journée. Bonsoir, bonjour, bon matin, Exactement. bon midi, bon dîner, Bonne bon appétit et bonne nuit. Bon rêve. Comment ça va ? Comment tu vas Jordan ? Moi, ça va toujours très très bien et toi ? Ah, ça me fait super plaisir d'être là ce soir. Bah, Ça c'est faisait cool. tellement longtemps que je t'avais pas vu. Bah, Depuis cette soirée avec Théo. Ah non. on s'est vu après, mais Ah bref. ouais, après. Et tu parles de quoi aujourd'hui ? Je vais vous parler de guerre et de Paix. coffres. De coffres de guerre. Ok. Très exactement ça. C'est assez vague, mais je pense que. Non, pas de vague. Pas de vague. Ok. C'est pas le In Waves par exemple dont t'as déjà parlé en coup de cœur. Ah putain, Voilà. arrête, j'ai le cœur qui saigne. Tu sais qu'ils vont faire un film ? Non. Et ben voilà. Eh ben écoute, je te propose de pas en parler maintenant. Oh merde. Mais c'est parti pour le premier sujet. Quand j'ai vu le titre du jeu dont Zéphiriel va nous parler aujourd'hui, j'ai vu tout un tas de jeux de mots foireux me défiler sous les yeux. Mais plutôt que de faire une intro pourrie, je vais essayer de nous raconter ce qu'est Champ d'honneur. Zéphiriel, on t'écoute. Je veux une des blagues là. Bah il y a, je sais pas, d'honneur, kebab, d'honneur, doigt, voilà, bref. Mais je l'ai pas écrit, c'est pas dans mon intro. Dans donneur doigt, Inverse les deux mots. donneur champ. Donneur champ, je l'ai Doigt. pas. Champ doigt. Nerdo. Et si Nerdo. Ah, doigt d'honneur, putain. Voilà. Oui, Et d'accord, après, d'accord. en fait, je suis ok. J'ai pas d'intro bien, donc je vais écrire ça. Voilà. D'accord, ok. Mais alors, en tout cas, on t'écoute, hein, vas-y. Yep. Alors en fait, il y a un petit moment, il y a un peu moins d'un an, il y a plus d'un an, on avait croisé un mec qui s'appelait, avec Alex, lors du Défaussé, on avait croisé un gars qui s'appelle Cédric, qui est super sympa, et qui bosse chez un éditeur de jeux. Bref, on l'avait rencontré à Cannes. Enfin, il nous avait poké plusieurs fois sur Twitter, super sympa et tout. Et on l'a croisé à Cannes l'année dernière, du coup. Et super sympa, machin et tout. Et on discute régulièrement avec lui.
Il était venu dans l'émission nous présenter un jeu et tout. Et en fait, il y a pas longtemps, il nous a écrit un petit MP sur Twitter. Il a fait hey Zef, t'as testé Champ d'honneur? Et je dis bah non, je sais même pas ce que c'est. Il me fait putain, un test, ça va être le meilleur jeu de ta vie. Et je fais ok. Donc je suis allé voir sur le net vite fait. J'ai trouvé War Chest, donc c'est le jeu d'origine, donc coffre de guerre. Ce qui me fait dire que Champ d'honneur est sûrement la pire traduction du monde pour ce genre de jeu. Mais pourquoi pas, je ne juge pas. Pardon ? T'as un petit peu jugé quand même. Non, je pense que c'est pas une bonne traduction, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi il y a eu cette traduction dans ce sens-là. Et donc voilà, et je vois qu'il y a un jeu en ligne, et je commence à regarder un petit peu le jeu en ligne et tout, les règles. Je me dis ok, bon, ça a l'air assez simpliste en vrai. Et je me dis, je vais essayer en ligne, en direct avec comme ça. Bon, le problème c'est que le jeu était en anglais. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me casser l'expérience. Si vraiment ça doit être un putain de jeu, j'ai pas envie de me casser l'expérience à jouer en ligne et à pas kiffer ou à galérer à comprendre, tu vois. Donc je me dis, bon, je joue pas. Je me fais inviter par d'autres personnes qui me poquent sur ce jeu, que je connais pas du tout, et qui me disent, bah, si tu veux tester, machin et tout, viens sur le Discord officiel de Champ d'honneur, machin et tout. Donc j'y vais, super ambiance, les mecs l'accueillent en disant, ouais, putain, tu vas jouer avec nous, il y a des tournois tout le temps avec eux, c'est incroyable. Et du coup, il y en a plusieurs qui viennent me MP et qui me disent, fichote dans ta région et tout. Je dis, non, merci, ça me va. Et du coup, ils me disent, si tu veux jouer à Champ d'honneur, si j'explique le jeu de base, dis-moi quoi. Et je dis ouais c'est cool mais bon faut que je bloque une soirée pour ça, du coup c'est un peu compliqué en ce moment mais je reviendrai donc voilà. Et à un moment je poque le mec en disant hey si t'es dispo et tout, le mec m'a jamais répondu donc je citerai pas son nom mais merci à lui. Et du coup plus rien. Et à un moment je me dis putain du coup j'ai envie de tester le jeu quoi, tu vois, je vois le jeu, je le vois régulièrement sur les sites de vente et tout, je me dis bon on va l'essayer quoi, tu vois, et je l'achète. Là je reçois la boîte, donc c'est quand même une grosse boîte, hein. Ça fait environ 25 sur 15 sur 18 environ, c'est un gros boîtier, très très bon matos et tout. Et là j'ai pas de joueur. Je me dis bon bah je suis un peu dans la merde, comment je vais tester ce jeu quoi. Je lis les règles vite fait, je me dis ça a l'air sympa mais j'ai pas de joueur. Donc je la porte au boulot. Et là au boulot, je poque un de mes collègues qui est très jeu d'échecs, de ouf. Et je dis mec voilà besoin de tester le jeu, ça te dit et tout. Il me dit ah carrément et tout, et on se cale à midi et on joue au jeu et on finit le jeu. Je me dis c'est sûrement un des meilleurs jeux à deux que j'ai jamais joué de ma vie. Voilà, c'est tout pour moi. Pardon, je toujours vais expliquer le jeu, pardon. C'est ça le truc. Il y a des filles dans la région du coup Non ça va. En ce moment je suis pas trop, tu vois. C'est juste 3 minutes 17. Mon histoire t'intéresse pas, c'est ce que je suis en train de me dire. Non, je suis en train de dire 3 minutes assez d'intro pour te dire que c'est le meilleur jeu du monde, mais pourquoi ? Ah, mais pourquoi ? C'est ma première question. Donc, Champ d'honneur, c'est un jeu qui est sorti chez Gigamic. C'est un jeu de Trevor Benjamin, de David Thompson, et illustré par Bridget Indelicato. Je sais pas comment on prononce ça. C'est un jeu de stratégie 2 à 4 joueurs. Il est assez rush. Faut que je regarde, je crois qu'il y a une quarantaine d'euros. Ouais, ça. Mais il vaut presque tout. Les euros que vous mettrez dedans, le plateau de jeu est pas très ouf. Moi, j'ai fait imprimer direct un playmat en tissu pour pouvoir y jouer. Enfin, en tissu, c'est un truc. Les playmats, les tapis de jeu. Ouais, tapis un peu épais, là. Tu vois, tapis de souris. Voilà. J'en ai fait imprimer un direct. C'est bien mieux pour jouer. Et voilà. Donc, en fait, c'est un jeu 1v1 ou 2v2. Et c'est un jeu de guerre. Donc, War Chess, parce qu'effectivement, quand on reçoit la boîte, on l'ouvre un peu comme un coffre de guerre. On déballe et en fait tout se joue avec des jetons de poker qui sont de très bonne facture, super bon poids et tout, c'est super agréable à jouer. Et vous allez me dire mais comment on joue à ce jeu ? Comment on joue à ce jeu ? Ah les je suis touché, hein. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Anya, t'as un mauvais roi. J'ai juste un lag. Tu peux le dire genre dans 3 minutes. Et du coup c'est un jeu de guerre. Imaginons qu'on joue à un 1v1, on va avoir plusieurs cartes de jeu, les cartes représentant les unités qu'on peut avoir. D'accord, il doit avoir une dizaine de cartes, 3, 6, 9, 12. Non, il doit avoir une quinzaine de cartes, même 16. Alors, pour les premières parties, ils vous disent faites ça, mais grosso modo, normalement, on prend toutes les cartes, on les mélange. Chaque carte est une unité, chaque joueur a 4 unités différentes. On en cale 8 sur la table. Le premier joueur prend une carte, le deuxième joueur en prend 2, et ainsi de suite. On continue à distribuer, pas de façon aléatoire, mais vraiment choisir ces unités pour qu'il y ait une forme de synergie entre elles. Et de là, on va placer le champ de guerre, donc le plateau de jeu qui sont des hexagones de 6 par 6 par 6 par 6 par 6 je crois, et sur lequel en fait il y a des bases, des bases que chaque joueur a au début, donc 2 bases de chaque.
et des bases libres au milieu que l'on doit capturer. Le jeu ne s'arrête que lorsque 6 bases sont capturées par un seul des 2 joueurs. C'est instantané, c'est fini, c'est gagné. Et là, à partir de là, on a nos petites unités au nombre de 4 qui sont complètement différentes. On a les archers, les arbitriers, cavalerie légère, cavalerie lourde, chevalier, moine, vraiment plein de trucs différents. Et chacun a vraiment sa spécificité et son nombre de jetons. De base, tout le monde a à peu près 4 jetons. Il y a des unités qui ont 5 jetons. Et en fait, on va placer nos unités devant nous, placer nos nombres de jetons sur notre petite carte. On va prendre 2 jetons de chaque. On va tous les mettre dans un sac. On va mélanger le sac. On va piocher 3 jetons au hasard, non visibles de l'adversaire. Et on va jouer notre tour. Et à partir de là, notre adversaire et nous allons jouer un jeton chacun jusqu'à ce qu'on n'ait plus de jetons main. Puis à partir de là, on repiochera nos jetons et ainsi de suite. Quand on n'a plus de jetons dans le sac, on prend notre défausse. Donc à chaque fois qu'on joue un jeton, soit on le défausse, soit on le joue sur le plateau de guerre. Et on va tout remettre dedans. Et en fait, cette simple mécanique de merde de dire je pioche 3 et je joue ce qu'on est dans le sac en mode un peu hasardeux, quoi, elle fait vraiment tout le sel de jeu. Parce que j'ai pris 2 jetons de chaque au début, mais je vous ai dit qu'il y en avait entre 4 et 5. D'accord ? Donc il y a une des actions de jeu où on peut mettre un jeton à la défausse pour aller recruter un des jetons qui nous reste de côté. Ce jeton, on le met dans la défausse aussi, et quand notre sac est vide, on met toute la défausse dedans. Donc en fait, tu as un lag de recrutement pour pouvoir jouer les trucs. À aucun moment dans le jeu, sauf une seule unité spécifique, on ne peut avoir 2 jetons identiques dans le jeu. On peut pas avoir 2 fois la même unité, on n'en a qu'une seule. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai 5 jetons en tout, je ne peux actionner qu'un seul jeton sur le plateau. Ça veut dire que je ne pourrais l'actionner que 4 fois, maximum. Avant de repiocher, tu vois, dans un même tour. Si j'ai tout recruté et que je pioche tout au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu as un calcul qui se fait en permanence de dire ok, il en a joué un sur le plateau, il a peut-être renforcé, c'est-à-dire que tu dois empiler un deuxième jeton pour lui donner un point de vie supplémentaire, je me dis mais vous voyez, voilà. Et du coup, il en a 2 sur le plateau, il vient d'en jouer un, il n'en a pas recruté d'autres, ça veut dire qu'il en a que 3, donc il peut plus jouer cette unité. Donc je sais que j'ai un temps d'avance pour pouvoir faire quelque chose, tu vois. Ouais, en fait, le calcul il est permanent là-dedans et c'est assez intéressant. Ça ressemble à des mécaniques de deck building aussi, sauf que là ton deck est fini, mais... Bah, en fait, c'est un peu la même chose finalement, parce que ta pioche, ça reste ton sac, le nombre de cartes que tu peux avoir et ton deck aussi, tu vois, c'est un peu pour ça que c'est exactement ça, quoi. Donc du coup, voilà. L'autre particularité, je vais pas vous décrire toutes les actions, hein, vous les devinez, c'est actionner, attaquer, faire la capacité spéciale de ton unité. Je vais pas rentrer dans ce détail-là en vrai parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est pas forcément à l'oral le plus intéressant à savoir. La dernière petite particularité du jeu qui fait que c'est vraiment salé comme jeu, c'est que quand un pion meurt, un jeton meurt, il sort du jeu. Il y a aucun moment il peut revenir dans le jeu. Il sort face cachée. Et heureusement, sinon le jeu serait infini en fait. Quasi infini, ouais, bien sûr. Mais tu pourras avoir un temps de latence en disant ok, dans 3 tours je peux reprendre un jeton, ou alors je dépense un jeton d'une autre unité pour pouvoir en reprendre un, tu vois, tu pourras avoir une mécanique du type. Je sais pas d'ailleurs si les extensions prévoient ce genre de choses. Il y a 2 extensions qui sont sorties dans le jeu, je n'ai pas encore testé. Mais du coup, en fait, ça veut dire que plus tu perds, plus il est difficile de gagner. Parce que tu auras plus tu perds, en fait, grosso modo, tu auras moins en moins de jetons sur la table et à piocher. Mais surtout, ça veut dire que tu vas encore une fois calculer le nombre d'actions que tu peux donner à ton adversaire. Si le mec il a 4 archers, tu en as tué 3, tu sais qu'il reste un archer sur la table, il peut plus rien faire de cet archer, il est perdu, quoi. Ou alors tu sais qu'il va le piocher, qu'il va pas pouvoir s'en servir, il va faire prendre l'initiative avec ou n'importe quoi, mais tu sais que t'as éliminé un truc. Et ça réduit en fait ta capacité d'action. T'as tout ce côté brouillard de guerre qui fait que parfois t'es bien placé, t'as pas les jetons en main pour pouvoir faire une action correcte. Et un bluff permanent en fait de ok, est-ce que ce jeton là je suis ultra bien placé, je vais le jouer en dernier pour éventuellement le trapper, mettre mon adversaire dans une embuscade, c'est comme ça. Et c'est vraiment salé comme jeu, quoi. Et t'as aussi tu peux avoir une mécanique une tactique de recrutement spécifique en disant je vais recruter tout d'une seule unité pour pouvoir que l'activer elle au début, parce que c'est une unité de début de game par exemple qui se déplace très vite. Les unités de late game je vais les laisser à la fin, comme ça j'aurai moins de jetons à la fin parce qu'il j'aurai des morts. Du coup je sais que je vais pouvoir la jouer en late game. Et en fait la tactique elle est folle, elle est vraiment folle.
Vraiment, j'ai fait là, je suis parti en séminaire avec mon boulot. On a fait 3-4 parties dedans. J'ai vu des gens jouer avec. Et vraiment, tu te creuses la tête, mais en permanence, en disant attends, putain, là, si là, il a un lancier, il me rentre dedans, c'est mort. Ah, attends, je vais faire ça. Là, si je fonce sur le piqué, je vais mourir avec. Mais en fait, ça va dégager ça. Donc peut-être que mon arbaterie, il aura une ligne de vue pour ça et tout. Oh, putain, c'est jouissif. C'est vraiment jouissif. C'est un putain de jeu. Et dès que t'as fini, t'as envie d'en refaire une. Mais du coup, est-ce que tu sais pas déjà que t'as perdu avant que les mecs possèdent les 6 bases? En vrai, oui et non. Parce que tu faut pas perdre de vue que le tuer des unités, c'est pas ton but. C'est vraiment les 6 bases. Et parfois, ton adversaire, il perd un peu de ça de vue, quoi. Un tout petit peu. Ouais. Pendant un tour ou deux, il va perdre de vue que, en fait, toi, t'es à 5 bases, que lui aussi, il est à 5, mais que la dernière, toi, tu peux encore la récupérer, tu vois. Mais ça veut dire que tu peux voler la victoire. Ouais, franchement, ouais. Je suis d'avis, dans ce jeu, il faut se battre jusqu'au bout, parce que parfois, tu vas juste faire. Il suffit que le mec, en fait, il pioche 3 mauvais jetons, en fait, qu'il peut pas activer, ou que, en vrai, c'est pas du tout les unités qui sont proches d'une base, et du coup, il peut pas la prendre, comme ça, et ça te gagne un tour, en fait, tu vois, une phase entière de jeu. Et ouais, c'est assez. C'est piquant, quoi. C'est vraiment. Voilà, très bon jeu. Et du coup, j'ai bien sûr plusieurs questions. Mais tu parlais de tactique, justement, où tu joues plus un peu early, à la fin, tu vas un peu plus bourriner, je sais pas. Mais si tu joues contre quelqu'un qui joue aussi bien que toi, c'est pas. Je sais pas, j'ai jamais joué contre quelqu'un aussi bon, moi. Ouais, alors c'est pas toi, t'es trop bien. Et, Non, j'ai pas regardé mes stats, mais j'ai dû gagner deux parties en tout. Je suis pas si bon que ça, en fait. sur 12. Je peux regarder en direct si tu veux. Le temps que je pose peut-être ma prochaine question. Vas-y. Est-ce que tu pourrais comparer ça avec un autre jeu? C'est difficile en vrai parce que t'as pas. En fait, moi, quand je le présente à mes, aux gens que je le présente, je le présente, j'ai 6 parties. Et en fait, je dis conneries, j'en ai gagné plus que ça. J'ai gagné 3 parties. 50% ça. Et Toujours en 1v1 d'ailleurs. Non, j'ai fait du 2v2 aussi. Ok. Je peux en parler après d'ailleurs. Et des questions pas comparées. Je le présente comme un jeu d'échecs simplifié, parce qu'il y a un plus complexe que le jeu d'échecs, faut pas déconner. Mais du coup, en disant que c'est juste un jeu tactique et de pose de base, en fait. Mais là, non, j'ai pas. Enfin, ça pourrait être tous les jeux de guerre classiques. En fait, ça réduit le jeu de guerre à sa plus simple forme, en fait. Tu vois, tu pourrais dire que. Mémoire 44 par exemple, c'est un peu le même jeu parce que finalement c'est des hexagones, tu vas jouer des cartes qui vont, piocher des cartes qui vont activer certaines unités, et tu as aussi ce hasard de dire je suis bien placé ici mais j'ai pas la carte qu'il faut pour pouvoir l'activer l'unité. C'est réduire un peu ça, mais c'est plus moyenâgeux parce que voilà, mais grosso modo ça reste du jeu classique de guerre, mais je trouve que il est réduit vraiment à sa forme la plus simple et pas dur à expliquer, pas dur à comprendre, difficile à maîtriser parce que plusieurs unités différentes, et toujours savoir connaître les unités de l'ennemi, c'est ultra important pour se dire là je peux me faire avoir, ou je peux avoir une embuscade ou un truc comme ça. Mais ouais, voilà. Est-ce que tu peux me parler du 2v2? Je peux parler de 2v2. Le 2v2 je joue en croix, c'est-à-dire que là, si on était comme ça autour de la table, moi je jouerais avec Anya, tu jouerais avec Ketrus. Donc c'est équipe A, équipe B, équipe A, équipe B, grosso modo dans le tour du jeu. On étend le terrain on rajoute 5 hexagones de chaque côté, ce qui en fait plus un losange qu'un hexagone. Et du coup, on capture 8 bases au lieu de 6. Et ce qui pourrait synergise aussi avec ton allié. C'est-à-dire que si toi tu actives, il y a une carte qui s'appelle le capitaine, par exemple, une unité qui s'appelle le capitaine, elle peut donner un ordre d'attaquer à une unité alliée. Donc en fait, ton collègue aussi a des unités qui sont alliées, donc tu pourrais donner un ordre à elle en fait. Et parfois ça peut synergiser de ouf avec une unité qui, lorsqu'elle attaque, avance derrière ou un truc comme ça, quoi. Ou te fait piocher autre chose. T'as des trucs à faire qui sont vraiment malades. Et dans le petit livret de base, t'as ils refont des batailles historiques. Alors j'ai pas les noms en tête, mais je sais pas, la bataille de machin en 1377 après Jésus-Christ. Et en fait ils disent pour la rejouer, jouer avec ces cartes là, et puis voilà. C'est assez stylé. J'ai pas encore testé, mais voilà, quoi. Champ d'honneur, défonce. Et tu viens de découvrir ce jeu donc en 2021, alors qu'il a 2 ans. Alors il est sorti je pense qu'il est sorti il y a 2 ans aux États-Unis. Ouais. Ok, j'ai pas la date française peut-être, mais en tout cas j'ai vu qu'il était hyper bien noté partout, et je suis assez surpris que tu le découvres finalement si tardivement. Alors, c'est pas très long, mais moi je suis je sais pas, en vrai j'ai pas je m'explique pas ça maintenant, je me tiens pas ultra au courant de toutes les dernières sorties non plus, hein, faut pas déconner.
une vie. Mais non, je dis ça en vrai, mais pas du tout ça, c'est juste que je fais trop de choses. Mais voilà, donc je compte sur les gens que je suis sur Twitter et autres pour me tenir informé. Ça se passe plutôt pas mal en vrai, du coup. Pour te poker, t'envoyer le DM, tout ça. Ouais, j'aime bien le poker aussi. D'ailleurs. Ok. Bah, il y a des jetons dedans, d'ailleurs. C'est ça qui m'a fait kiffer. Je comprends. Mm. Et dernière question, mais tu t'avais l'air de dire au bout de 3 minutes de chronique que c'était ton jeu préféré. Est-ce que ça rentre vraiment dans un top 5 ever? Ah putain, c'est chaud. Je sais. C'est chaud. En fait, dans mes. Alors, là, je vais le dire parce que je pense à ce genre de jeu, mais dans le top 5 ever, j'ai un jeu qui s'appelle Onitama, qui est un jeu 1v1. Et en vrai, il vient un peu me dire, en fait, tu vois, il est un peu mieux que Onitama. Je suis en mode, ah putain, non, c'est vraiment bien. Les deux sont très bons, quoi. Et ouais, pour moi, c'est un jeu à avoir, en fait. En jeu, si tu aimes les jeux 1v1, c'est un jeu à avoir dans ta ludothèque. Clairement, il n'y a aucun doute. Mais il faut aimer les jeux de tactique, parce que c'est très tactique. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, si t'aimes pas ça. Et c'est quoi pas la part d'aléatoire? Parce que tu disais que du coup tout est. Ouais, parce qu'en fait, là tu me dis, je suppose qu'un joueur super expérimenté va venir avec des trucs, des grosses strats super long terme qui vont un peu épuiser l'autre joueur. Mais je me dis, la part d'aléatoire derrière tout ça, elle peut complètement mettre en branque ce que tu auras voulu réfléchir ou ce que tu auras voulu mettre en place. En fait, ta part d'aléatoire, elle est juste dans la pioche. C'est juste le fait de piocher 3 jetons en début de tour qui donne cet aléatoire, en fait. Ouais. Et cet aléatoire, elle peut être très mesurable, dans le sens, enfin très contrôlable, dans le sens où c'est toi qui décides quel jeton derrière tu vas recruter. Donc tu peux très vite te dire, ok, mais mon unité de 5 jetons, j'en ai déjà 2 dans le sac, je vais mettre les 3 autres très vite dedans. Du coup, au lieu d'avoir 2, 4, 6, 8, plus 1 qui fait autre chose, 9, bon, 9 jetons dont 2 qui t'intéressent, donc grosso modo 2 chances sur 9 de piocher ce que je veux, bah en fait tu vas en avoir 5 sur 13, quoi. Ouais. Ça, 13, 12. Donc tu vois, tu augmentes quand même ta probabilité et c'est là où ça devient intéressant. Et surtout si tu en pioches 3 d'un coup de la même, tu vois, du même unité. Ce qui peut être ultra salé pour le joueur en face parce qu'il se dit, ah bah ok, c'est bon, il a joué cette unité, c'est bon, je vais pouvoir avancer. Et là, bam, tu le défonces direct, quoi. C'est vraiment violent, quoi, je trouve, comme tactique. Donc je trouve que c'est très contrôlable et surtout, comme il y a une part de bluff parce que tu défausses pas tout, quand tu actionnes, tu défausses ton jeton visuellement, donc il sait ce qu'il a activé. Et quand tu veux faire autre chose comme du recrutement, par exemple, tu le défausses face cachée. Donc, il ne sait pas ce que tu viens de mettre de côté. Tu vois. Donc, en fait, il y a quand même une grosse part de bluff en disant bon, bah non, finalement, ça, c'est ça. Tu vois, et il se dit bon, tu vois, il voit tes jetons, il se dit bon, ça peut être celui-ci qui vient de défausser. Bon, en fait, non, c'était un autre. Bah, tu rentres dedans. Ouais, ça rentre bien. Est-ce que Ketrus, tu veux intervenir? Est-ce que tu as envie de jouer? Bah, grave, ouais. Mais c'est le ça genre, tombe bien, je l'ai là, on joue pas. Allez, on arrête. Non, bah, c'est le genre de jeu où il faut avoir des amis, quoi. Donc, enfin, les jeux 1v1, c'est quand même toujours dur de. On te racontera si tu veux. Ouais, c'est vrai. Bah, filmez-vous. Comme ça, j'aurai l'impression d'être un peu avec des amis. Okay. Non, ça a l'air d'enfer, ouais. Ça a l'air trop bien. Et ouais, c'est juste ce que je te disais tout à l'heure, c'est la peur que le jeu, tu ne gagnes qu'au jeu quand on éradiquant complètement l'adversaire ou en l'ayant trop affaibli pour qu'il puisse t'empêcher d'avoir les 6 bases, en fait. En vrai, le jeu s'arrête quand quelqu'un a gagné. En vrai, t'as encore de quoi jouer, quoi. Il y a aucun adversaire qui est assez affaibli pour se dire ok, c'était fini, quoi. Tu vois. Mais tu peux toujours jouer jusqu'au bout. En fait, encore une fois, j'ai pas diminué de partie, mais moi, toutes les parties que j'ai fait, ça s'est terminé. La personne, pouvait encore jouer ou je pouvais encore jouer. C'est juste que la personne a joué les bons jetons pour prendre la 6ème base où j'ai pas vu venir le truc, tu vois, où je me suis dit bon, en fait, j'ai encore un tour. Ben en fait, tu l'avais pas. Tu vois, c'est vraiment des trucs comme ça, quoi. Il y a aucun moment tu dis. Après, si la personne en face joue très mal et que tu défonces 60% de ses pions, c'est dès le début, effectivement, tu peux t'arrêter là, quoi. Mais c'est une façon d'apprendre, hein, tu veux dire. C'est comme aux échecs quand tu perds la moitié de tes pièces maîtresses dans les premiers tours. Ok, est-ce que tu veux continuer ou pas? En vrai, si, il faut le faire quand même, quoi, parce qu'il peut y avoir un retournement, il suffit d'une erreur, il suffit d'un truc. Est-ce qu'il y a une version en ligne? Tu parlais d'une version en ligne? Ouais, il y a une version en ligne, je sais plus comment ça s'appelle. Tu peux taper War Chest Online, tu vas pouvoir le trouver, il est gratuit. Moi, le visuel de la version en ligne m'intéresse vraiment pas. Du coup, j'ai essayé vite fait, et, j'ai abandonné très vite, ça m'a saoulé. Et l'algo d'aléatoire sur le tirage des trucs ça me fait toujours chier parce que j'ai l'impression du coup que l'ordinateur m'a pas donné ce que je voulais. Ouais. Alors que quand tu pioches, c'est toi qui as pioché. Je sais pas, il y a un effet psychologique là-dessus. Et tes unités de début, avec lesquelles tu constitues ton pool de jetons, c'est toi qui les choisis?
Toi qui les build ou c'est. Non, c'est 2-2-2. T'as 2 pions de chaque qui partent dans le sac direct en fait. Oui, d'accord. Ah oui, mais les d'accord, différents oui, types pardon. d'unités. Comme je disais, en fait, on va sortir. Alors, je crois que tu sors 4 cartes. Un des joueurs commence, il en prend 1. Le deuxième joueur en prend 2. Et le premier joueur en reprend 1. Tu D'accord. remets 4 cartes et tu inverses. Comme un draft. Ouais, un draft classique, quoi. Mais enfin, un draft de pioche, quoi. Ouais, ou comme on voit dans les MOBA ou ce genre de trucs. Oui, voilà, comme un Seven Wonders Duel, comme ça, c'est assez simple. Ok. Et du coup, ça permet de. Le premier joueur a la première pioche, donc il prend vraiment ce qu'il voulait. Le deuxième joueur en prend 2 d'un coup, comme ça, le premier joueur n'a que le reste. Ouais. Et du coup, il a le choix de donner tactiquement un truc, de laisser un truc qui synergise pas, ou alors voilà. Mais comme tu as eu là, le premier joueur a l'avantage de la pioche, il prend ce qu'il veut, quoi. Ok. Et tu inverses le rôle derrière, et du coup, tu as tes 4 unités. Et il y a beaucoup de tournois, c'est ça que tu disais. Ouais, apparemment, online, il y a vraiment beaucoup de temps. Et si tu vas sur le Discord de Champ d'honneur, je sais plus comment c'est. Champ d'honneur, le Tu Discord, parles je pense. du lien qui est en bas, dans la description là Sûrement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ok. T'as les mecs qui font des tournois toutes les semaines entre eux, tu vois. Et en fait, ils sont mis un classement avec des couleurs, des noms et tout machin. Ils sont partis en couille direct, quoi, tu vois. Ils sont partis en couille. Non, mais je pense, les mecs, ils sont fous furieux, quoi. Tu dis, Ils ok. sont, ouais. Mais je pense, ne serait-ce qu'avec sur Discord pour choper de la tactique, ça a l'air oufissime, quoi. Enfin, les mecs, ils s'y connaissent vraiment très bien, quoi. Peut-être une petite question pour conclure, Anya, sur le jeu. Non, moi Remarque. j'ai toujours mes réserves parce que je suis super nulle sur ces jeux-là et j'admire franchement. Mais c'est vraiment ce qui me dérange. Enfin, ça me dérange pas de l'entendre, je comprends complètement, mais t'es pas la seule personne à qui j'essaye de présenter le jeu, et de Ouais. faire jouer, là je sais pas de faire jouer, mais, qui me dit non, mais je suis pas très tactique ou je suis pas très bonne au jeu d'échecs. Je vais dire, mais faut tester en fait, parce que Ouais, c'est mais pas non, du non, tout. mais alors moi je suis pas du tout fermée. Mais c'est pour ça que je te disais que j'étais super admiratif parce que je pense que j'ai pas eu des groupes de joueurs assez, qui m'ont poussé assez loin sur ce genre de jeu. Sur ce genre de jeu. Ça marche. Et du coup j'ai vite abandonné, mais vraiment sur tout plein de sur tout plein de jeux, quoi. Et mais le fait est que je pense que quand tu deviens expert sur ce genre de truc, Ah, ça doit être ça doit magnifique, être ouais. ça doit être fou, quoi. Mais après, ce qui rebute très vite les gens, c'est la peur de perdre. En fait. Enfin, pas la peur de perdre, mais la peur de se sentir idiot parce que tu comprends pas vraiment comment jouer. Mais Et c'est un peu en ça. fait, il faut se dire que la courbe de croissance de ce genre de jeu, elle est très faible. Donc en fait, c'est un jeu où il faut jouer, tout simplement. Mhm. Et plus tu joues, plus tu vas comprendre, plus tu vas comprendre une tactique en disant ah ok, en fait, fallait pas que je joue ça maintenant. Et en fait, c'est comme malheureusement, c'est comme les échecs. Hein. Tu commences les échecs, tu te fais rouler. À un moment, tu comprends qu'il faut plus faire une erreur de base. Et là, tu commences à upgrader et c'est là où ça devient intéressant et surtout tu prends confiance en toi. Mhm. Mais il faut pas avoir peur de se sentir idiot en perdant. La preuve vivante là-dessus, quoi. Eh bien, merci Zéphiriel de nous avoir parlé de Champ d'honneur, qui est chez Gigamic, si je dis pas de bêtises, Absolument. et dispo autour de 45 €. Et voilà. Absolument. Quand j'ai vu des screenshots de ce jeu, je me suis dit, oh, c'est trop mignon, c'est tellement un jeu pour Anya. Enfin, surtout s'il y a un côté drama ou un peu glauque. J'allais le dire. Oh, regarde, il découpe des doigts. Oh, c'est trop, C'est trop ça. mignon. Il est choupi. Ah, Mais du trop coup, kiffé. est-ce que The Wild at Heart ressemble à certains précédents jeux que tu nous as chroniqués ou pas du tout? On t'écoute. Alors en toute honnêteté, il y a une C'est sûr que c'est oui. c'est moins prononcé que ce que j'ai pu chroniquer auparavant. Ah, Donc c'est moins c'est moins flagrant. L'histoire de base est quand même assez triste, mais c'est moins violent en tout cas. Donc voilà, je tiens à dire que pour une fois j'ai tapé dans quelque chose de plus ou moins sympa. et bah allons-y. Et bah écoutez, si vous... alors, comment vous décrire le jeu? Je pense que le meilleur moyen et la meilleure référence que j'ai aujourd'hui, ce sera très certainement les Pikmin. Je sais pas si vous vous rappelez. Sorti sur GameCube, je pense, dans les débuts années 2000-2001, je pense. Ouais, vers là. Ouais, et voilà. Et je disais à Cutrus en début d'émission que j'avais très envie de vous faire réécouter la pub, la chanson non. de la pub, Ah, version c'était la française. pub. Oui, c'est la pub, c'est pas dans le jeu. Ah. Bien Ah, écouté.
C'était à l'instant. Ça a l'air violent. Est-ce que je peux faire une petite confession? Je n'ai jamais joué à ce jeu, je ne connaissais même pas le jeu il y a pas très longtemps, et je suis vraiment un pur novice, donc je vais boire tes paroles. Eh ben écoute, de toute façon, je vais t'expliquer le principe parce que c'est plus ou moins la même chose. Et du coup, moi j'ai trouvé son équivalent indé, qui est édité par Moonlight Kids, et je crois que c'est sorti en mai de cette année, si je me rappelle bien. Donc voilà, pour tout vous dire, The Wild at Heart, c'est du coup un subtil mélange de jeu d'aventure et de puzzle game, enrobé d'une histoire plus ou moins dramatique, mais vraiment une once de drama, parce que globalement c'est quand même plutôt féerique et c'est plutôt mignon comme univers. Du coup, le joueur se lance dans la peau de Wake et de Kirby, qui sont deux gamins avec qui la vie n'a pas été très très facile. Et du coup, ils se lancent dans une aventure, et un soir, ils décident de fuir leur foyer respectif. Donc, en tant que potes, ils se disent on en a marre de la vie, ça fait chier, on se barre. On y vient. Et du coup, un soir, ils décident de se barrer. Donc, ils se donnent rendez-vous. Ils se donnent rendez-vous dans le petit bois qui est à côté de chez eux. 4h du mat, classique. Sauf que du coup, on commence avec Wake. Et Wake, forcément, il se perd dans la forêt. Donc, comme un vieux novice. Et une heure. Arrête, dis pas ça. Ça, c'est la démo, ça. Du coup, il s'y perd, il va marcher très très longtemps, et puis à un moment donné, son chemin va rencontrer celui d'un très vieux monsieur, alors je n'ai plus le prénom, je suis désolée, mes notes sont super mal faites. Grimanto, il me semble. Et je m'excuse d'avance si c'est pas le cas, mais voilà, c'est un peu ça, qui va lui dire tiens, écoute, qu'est-ce que tu fais seul dans la forêt, est-ce que maintenant que t'es là, tu viendrais pas m'aider à faire un petit truc? Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Oui. Sur le coup, mais non, mais c'est totalement innocent. Et du coup, Wake, qui est totalement perdu et qui ne retrouve pas Kirby, se dit de toute façon, je vais pas crever de faim dans cette forêt tout seul, donc autant y aller et puis voir ce qu'il attend de moi. Donc Wake se retrouve du coup dans le royaume de Bois Sombre. C'est un royaume qui est plus ou moins caché du commun des mortels, donc c'est quelque chose que les humains ne peuvent pas percevoir. C'est un royaume qui est supposé n'être ouvert que pour les esprits ou les habitants de Bois Sombre. Et en fait, Grimanto t'explique qu'en fait, il y a des forces maléfiques qui sont guidées par ce qu'ils appellent le Jamais, donc c'est le grand méchant, grosso modo, est en train de corrompre en fait Bois Sombre et de prendre le pouvoir et d'annihiler tous les habitants de Bois Sombre, par pure méchanceté. Okay. Et du coup, Wake finit quand même par donc le petit garçon que vous jouez en début de jeu va quand même finir par retrouver Kirby. Et votre mission à tous les deux, ça va être en fait de très simplement, je dis ça entre guillemets, rétablir l'équilibre en fait, et combattre en fait le Jamais qui est cette figure un peu maléfique. Et ce qui est super intéressant, c'est que, moi, quand je me suis lancée dedans, je m'attendais vraiment pas à quoi que ce soit. Moi qui ai très très l'habitude des jeux narratifs hyper walking simulator, je m'étais dit tiens, ça a l'air d'être le cas. Je m'étais pas renseignée du tout. J'y suis allée à l'aveugle et je m'étais dit, et en fait en rentrant dedans je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, mais en fait je me suis lancée dans un truc ultra RPG et tout, genre ça va être super long, je vais en avoir pour 3 plombes, ça va être horrible. Et en fait déjà John qui faisait référence à la DA était, du coup moi j'étais déjà conquis par ça et puis en fait je me suis laissée prendre un peu par le gameplay. Et pourquoi je vous parlais des Pikmin, c'est là qu'intervient la référence. C'est parce que en fait le gameplay est totalement axé dessus.
Donc il y a une part de puzzle game qui est solvable avec le principe de gameplay des Pikmin. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est que en fait vous serez pas seul dans l'aventure, donc il y aura pas juste Wake et Kirby, il y aura aussi ce qu'on va appeler dans l'univers les petits farfelins. Et je vous donne tous les noms en français parce que du coup j'avais commencé en anglais le jeu et je l'ai re-switché en français en voyant qu'il y avait la trad. Et du coup, les petits farfelins, c'est l'équivalent de ce que j'appelle les Pikmin. Donc grosso modo, vous avez, ils sont aussi nombreux que variés. Je crois que vous avez 6 types au total de farfelins. Donc généralement, ils sont identifiables parce qu'ils ont des petites têtes et des petites couleurs différentes. C'est ultra mignon. Je vous invite à regarder des screens là-dessus. Et ils ont tous leurs particularités et un usage spécifique. Donc grosso modo, il y a par exemple les piquelins qui vont vous permettre de briser des blocs de cristaux qui sont très très solides, des bréselins qui vont mettre le feu aux ronces qui vont bloquer votre route, ou des lunalins qui vont éloigner la corruption du jamais et vous permettre d'avancer en fait et de vous frayer un chemin tout le long de l'aventure. Bref, vous avez compris l'idée, chaque farfelin a son utilité et à chaque obstacle, un farfelin peut forcément vous débloquer la situation. Et tu les débloques progressivement, c'est le type ? Exactement. Okay. Grosso modo, en fait, au fur et à mesure que tu avances dans la narration, les farfelins vont être présentés. Donc t'as les tout premiers avec qui tu commences qui sont ceux de base, et puis après plus t'avances dans la carte, plus t'avances dans l'histoire et plus tu débloques des typologies de farfelins. Il y en a 6 au total, il me semble. Et du coup, en plus de ça, nos 2 héros vont aussi avoir une sorte de gadgets plus ou moins respectifs, et vous allez pouvoir alterner en fait entre les 2 héros vraiment à n'importe quel moment. Donc, par exemple, on a Wake qui va avoir un gros aspirateur un peu à la Ghostbuster. Et qui va vraiment comme Luigi's Mansion. Ouais, exactement, et qui va aspirer, pouvoir activer des mécanismes d'éventail qui vont ouvrir des portails. J'allais dire des portos. C'est horrible. Je peux dire des portos, mais on se moque de toi aussi. Et tout type de mécanismes qui vont plus ou moins bloquer et ralentir la progression. Et pareil pour Kirby, sauf que elle, c'est grosso modo une lampe qui va pouvoir avoir un effet sur la corruption, mais dans les faits, ça va être les mêmes options, donc ça va être situationnel, et grosso modo à un moment donné tu vas pouvoir utiliser Kirby pour telle ou telle porte et Wake pour d'autres. Et tout ça pour en revenir au fait que la progression est loin d'être linéaire, ce que je pensais au départ, parce qu'en fait, ok, tu peux suivre l'histoire et rusher le jeu en une dizaine d'heures, je pense, mais le fait est que tu vas pas pouvoir tout rusher en mode speedrun, parce qu'en fait, il va quand même te falloir farmer un petit peu, ne serait-ce que pour par exemple augmenter le nombre de farfelins qui va pouvoir t'accompagner, et ça va être ultra bloquant, parce que en fait plus tu augmentes, plus tu progresses dans l'histoire, plus tu auras besoin de farfelins et de types de farfelins pour pouvoir évoluer. Il y a aussi une partie de craft dans le jeu où tu vas forcément pouvoir soit augmenter ton inventaire, soit augmenter la puissance des gadgets de Wake ou de Kirby, soit augmenter leur nombre de vie. Parce que forcément il y a des petites phases de combat, parce que tu vas rencontrer des ennemis plus ou moins puissants sur ta route. Enfin bref, voilà, il y a énormément de petites choses à faire. On n'est pas sur du gros jeu hardcore, mais il y a quand même des choses à faire et des choses qui peuvent très vite t'éloigner de l'histoire. Et là, je m'adresse à mes compatriotes complétionnistes de la table, parce qu'il y a toute une partie exploration qui va aussi débloquer du coup des rewards, et ça va être, alors c'est très minime, on n'est pas sur du jeu très très compliqué, mais ça va être par exemple il y a le hub qui s'appelle le hub où tu as tous les gentils qui sont réunis, qui s'appelle le bosquet,
chaque personnage que tu vas aller devoir que tu vas devoir rassembler au bosquet va te donner des quêtes ou des missions secondaires, disons ça comme ça. Et ouais, par exemple, tu vas aller devoir choper tant de chats qui sont répartis sur la map dans des coins de map qui sont cachés, donc qui sont pas forcément très visibles. Et tu sais, ça a ce système où si tu vas pas totalement à gauche, la map t'indiquera jamais que tu peux aller à gauche, tu vois. C'est très minime, hein, encore une fois, mais voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, où c'est des trucs où les chats sont super cachés en hauteur et tu sais que là, tu le croises au bout de 2 heures de jeu, mais tu sais que tu peux pas le débloquer parce que t'as pas les farfelins pour le faire. Donc tu reviens sur ta route et en fait tu t'amuses à refaire tout le chemin juste pour en fait à débloquer le succès, quoi. Alors j'avoue que je l'ai pas fait, je l'ai fait pour les chats, je l'ai pas fait pour le reste parce qu'après il y a voilà dans un autre registre il y a aussi des reliques à aller chercher, il y a aussi des quêtes type chasse aux monstres où tu vas devoir taper des monstres, un certain nombre de monstres pour avoir pour recevoir des rewards, et ça va être autour de ce qu'ils appellent la ferraille, qui est grosso modo la monnaie d'échange du jeu, ou des petites bulbes de vie qui vont permettre de cloner en fait les farfelins. Parce que les farfelins, tu peux les ramasser, puisque une fois que tu les ramasses, une fois que tu les découvres, là, tu peux en fait grosso modo retourner à ta base et les cloner en fait. Il faut juste la bonne graine et ces fameuses bulbes de vie qui vont permettre en fait de multiplier et de refaire en fait ta petite armée de farfelins au fur et à mesure, parce que c'est des petites créatures très mignonnes, mais ça crève assez vite. Surtout quand tu sais pas t'y prendre et que tu vas un peu à l'arrache comme moi, t'as tendance à les perdre très vite. Et c'est un peu rageant. Mais voilà, grosso modo, vous avez l'esprit. Vous débloquez aussi, vous avez un système de portail où vous débloquez voilà, chaque lieu, machin. Vous pouvez vous déplacer avec les portails et voilà, c'est très pratique. Moi, je l'ai terminé en plus ou moins 15 heures, je pense, sans rusher, à dire vrai, et ouais, très tranquillement. J'ai pas tout complété. Il y a plein de choses que voilà, j'ai laissé un peu à l'abandon parce que je suis pas du tout de ce genre-là. Mais voilà, et pour revenir à la DA, ouais, c'est en fait ça a ce côté un peu crayonné, c'est plein de couleurs, c'est il y a énormément de détails. En fait, visuellement, c'est très voilà, ça occupe tous les espaces de l'écran où tu vas poser tes yeux, il y aura un truc à voir. Et c'est ultra mignon, c'est pas très diversifié en termes de biomes. Il y a de la glace, il y a de la forêt, il y a des marais, mais voilà, ça a le mérite d'être ultra soigné, je trouve. Et tu t'attaches au perso, tu t'attaches aux petits farfelins, parce que je vous disais, moi je les fais crever à chaque fois, mais ça fend le cœur, franchement ça fend le cœur, parce qu'en plus quand ils crèvent, t'as le petit esprit du farfelin qui s'envole. Et là tu fais, ouais, c'est limite, il manque le son à côté, mais c'est un peu l'idée, et ouais, et le simple fait de les voir mourir ou de les voir se faire tabasser par les monstres, c'est horrible. Enfin, moi, ça me fait toujours un petit peu d'effet. et voilà, et j'y suis quand même retournée après avoir terminé l'histoire, juste pour voir certains. J'avais en mémoire en fait des coins de map que j'avais pas pu débloquer, et je voulais juste par curiosité savoir ce à quoi ça menait. Mais voilà, je vous en dis pas plus. C'est un vrai bonheur, j'adore, parce que c'est complètement j'aime pas les jeux en longueur, à part quand c'est des gros AAA. Quand je joue à l'indé, j'ai tendance à me dire ok, je vais y passer tant de temps, et soit je le termine, soit je le termine pas, mais en tout cas voilà, j'ai besoin d'un truc qui ait une fin. Là c'est le cas. Et ouais, c'est un vrai bonheur. Donc si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, quoi. Et juste pour nous rassurer, il n'y a aucun moment t'as pris plaisir à en tuer, hein, on est d'accord? Non, Ok, c'est bon. Non, franchement, ils sont trop mignons. Quand tu le fais au début, je suis sûr.
Bon, ok. Et sinon, j'ai quelques questions, bien sûr. Donc, il y a des Pikmin, il y a un Kirby, il y a un aspirateur comme dans Luigi's Mansion. Comment ça se passe au niveau des avocats, Nintendo là Je suis assez surpris, là. Mais... Non, ils sont assez... ouais, puis en fait, t'as tendance à rapprocher ça des Pikmin parce que t'as le code couleur qui fait que voilà, chaque espèce a sa couleur. Mais ils ont quand même des petites têtes assez atypiques. Et même les persos, c'est une DA très particulière quand même. Et même si le gameplay il ressemble beaucoup, c'est pas la même chose. Et voilà. Mais pour le coup, je comprends la comparaison, mais j'ai l'impression que c'est un Pikmin avec une vraie histoire autour. Alors, je dénigre pas Pikmin en disant ça, mais il y a moins le côté gestion, il y a un peu plus de narration, j'ai l'impression. Il y a un chouïa plus de narration, mais en vérité, c'est que ça passe quand même vachement au second plan. D'accord. À un moment donné, parce que tu auras toujours la ligne directrice qui t'enverra en mission pour aller chercher machin, voilà, bidule. Donc ce sera toujours là, mais ça passe en second plan à un moment donné. Et après, tu as des séquences un peu cinématiques où tu vas avoir des réminiscences en fait de ce qui se passe et de la situation en fait. Ok. Et d'un point de vue musique, on est dans quelle ambiance, quel esprit? C'est ultra mignon. Il y a rien de, il y a juste voilà, t'as forcément les combats où c'est un peu plus stressant. Mais globalement, c'est quand même ultra serein en termes de musique. Il y a pas des moments où vraiment t'as des gros changements à part quand tu rentres en combat. Mais ouais, c'est agréable. Moi, j'avoue que j'ai pas forcément prêté attention plus que ça. Et après, c'est pareil, les dialogues, c'est pas des vrais dialogues, c'est pas des personnes qui parlent, c'est des blabla de genre. Exactement. Et ça, j'adore. Ouais. Ça, pour le coup, j'adore. Et ça coûte moins cher en traduction, mais. Non, mais après, au moins, t'écoutes la VO dedans. C'est vrai, exactement. Bah tiens, toi qui as la parole, est-ce que tu as bu celle d'Alien? Oui, clairement. Mais en vrai, je regardais en même temps la DA qui est absolument magnifique. Alors, de toute proportion gardée, ça me faisait beaucoup penser. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête à Secret of Mana 3 qui était sorti 2 pardon, qui était sorti en France du coup, et du coup je kiffais vachement le truc. Tu l'as sûrement dit, excuse-moi, j'ai mal écouté. PS4, PS5. Ah non. PC alors uniquement, pour le coup, il est uniquement sur Xbox et PC. Ouais. Et Mac. Je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai, et sur en fait, le premier truc que je m'étais dit, c'est trop con, je l'ai pas pris sur Switch par exemple, parce que ça aurait été parfait pour Switch. Mais alors non, ça l'est pas. Je sais pas s'ils ont prévu le portage à un moment donné. Tu viens de me faire mal au cœur. Ouais, tu viens de me planter un couteau. Mais vu qu'on en parle, peut-être que ça va faire de la pub et ils vont le sortir après. Putain, je kifferais trop. Et du coup, je me suis mis la BO sur YouTube là pour voir l'écouter après. Ok. Pour voir ce que ça donne. Que truc de son côté. 31 tracks. Hein. Ça dépend si ça dure 10 secondes. Il y a juste 31 tracks, voilà. Okay. C'est rare qu'il y ait autant de tracks sur un truc où tu dis, il n'y a pas grand chose. Vas-y, que truc, on t'écoute. On t'écoute, mais. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as envie d'y jouer? Est-ce que. Non, c'est pas le type de jeu auquel j'accroche. C'est trop mignon pour toi? Ouais, c'est trop mignon pour moi, je pense. Apparemment, ça parle de vomi. J'ai vu une capture d'écran aussi dans le Discord, donc pourquoi pas? Ah, ok. Jolie, elle est couverte de vomi, votre vomi. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Qu'est-ce que c'est note? On découvre l'histoire parce qu'on enregistre en même temps. Mais je vais pas vous. Non, mais c'est un moment dans l'histoire. C'est la scène finale du jeu. Non, c'est vraiment les décors sont super beaux. Ah, c'est trop beau. Je trouve ça vraiment super beau. Après, non, c'est pas le genre de gameplay moi qui me fait kiffer. Mais ce jeu a l'air effectivement très sympa. La musique, j'espère que c'est pas comme dans la pub. Non, ça n'a rien à voir. Pikmin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. T'as rien écouté ou quoi? C'est pas le même jeu. Tu vas réécouter la chronique. écouté. N'hésite pas à réécouter quand il sortira le podcast. Je vous ai déjà dit que j'ai un problème avec les noms. Ouais, donc des fois, il y a un nom qui sort, l'autre, et puis après, je les retiens pas. Quoi. Ok. Mais c'est quoi le rapport avec la pub alors? Je comprends pas. Je sais pas s'il est sérieux là. Ok. Non, mais Vincent, j'ai du mal à savoir là tout de suite. Voilà, je peux même pas faire comme Zef. T'as vu tout de suite. Il y a que Zef qui peut faire du Zef. C'est ça en fait. Il y a que Zef qui Zef. Référence. C'est beaucoup de vente. Voilà, merci. En tout cas, merci Anya de nous avoir parlé de The Wild at Heart, qui est sorti en mai 2021 au prix de 25€, qui a déjà été en promo pendant qu'on entend des bruits de fond, et est dispo pour l'instant que sur PC, Mac et Xbox One, mais peut-être un jour sur Switch ou PS4 ou autre, on ne sait pas. Quand on était gamin, je pense qu'on a tous essayé de faire du kung-fu en se jetant sur notre lit ou notre canapé. Non. D'ailleurs, je me suis déjà ouvert le crâne dans les escaliers en imitant un coup de Liu Kang dans Mortal Kombat, mais je m'égare. Ketrus, est-ce que tu peux nous parler de Iron Fist and Kung Fu Kicks?
C'est une vraie histoire. Ça fait 2 fois quand même, sur 2 chroniques, que tu me piques mon intro, quoi. Ah, pardon. Bah, j'allais commencer dans les années 80. Ah bah vas-y. Fais genre, j'ai pas fait d'intro et enchaîne. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé dans cette série, moi. Je te raconterai après. Oui, donc bah effectivement, en fait, moi, mon amour des films de combat et de kung-fu surtout et autres, c'est né en fait avec les VHS et les vidéoclubs que mon père louait en masse et qu'on se regardait surtout les week-ends avec mon frère. Et je devenais comme un ouf. Et effectivement, je faisais des mouvements de kung-fu et de karaté un peu partout dans la maison. Bien sûr. Sauf que bah après, j'en ai fait du kung-fu. Ah. Donc 15 ans quand même. Ah, quand même. Ah ouais, j'étais 15 prof ans, et tout. putain, c'est Ouais, vrai. ouais. Je fais beaucoup de choses dans ma vie parce que je suis vieux. Merci, Et, je m'as ma blague d'après, mais vas-y. Et je me suis aussi pété les dents en voulant, après avoir été voir le film Tortue Ninja. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah ouais. Putain, le tellement premier. bien. Il Ouais. était tellement bien. Je faisais le con sur le trapèze et je suis tombé et les dents ont transpercé la lèvre. C'était fantastique, quoi. Mais j'étais content et après j'étais toujours avec mon nunchaku. Non mais c'est cool parce qu'on a parlé des Pikmin, c'était mignon, et vaut mieux parler de son un peu. Ça manquait. Mais bon, ça c'est le côté japonais, c'est pas le côté chinois du kung-fu. Comme vous le savez, parce que vous avez écouté, ou vous allez écouter, parce que je ne me rappelle plus quand les émissions sortent, l'émission, le CO 171, où on parle de Shang-Chi, le film sur... Shang-Chi Shang-Chi, ouais. Sur le film... Ça défonce, j'adore. Ça défonce. Ouais. Et, Tu l'as vu Bien sûr, je l'ai vu. Ah, j'ai pas fait. et surtout, en fait, moi, ça m'a fait beaucoup d'émotions, ce film, parce que ça m'a rappelé pourquoi j'avais fait du kung-fu, pourquoi j'adorais autant ce style de film, et pourquoi je kiffais ça. Et, comme de par hasard, il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix qui s'appelle, qui est très mal nommé d'ailleurs, Iron Fist et Kung Fu Kicks, qui est un documentaire, bien sûr, d'origine australienne. Parce que les Australiens, ils s'entraînent à tout, parce qu'ils ils vivent dans un mode survie là-bas, donc ils sont obligés de... Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui m'a beaucoup surpris, et je m'attendais à un commentaire avec l'accent australien, j'étais très déçu, c'était un commentaire très américain, et bon bref, parce que quelle tristesse. Et alors ce documentaire-là, évidemment, je me suis empressé de le regarder, il dure à peu presque 2 heures, 1h47, et il essaye, tant bien que mal, et surtout plutôt mal, de raconter l'épopée, en tout cas le début des films de Kung-Fu, et son influence sur la pop culture, sur le cinéma européen, le cinéma américain, et les allers-retours qu'il y a pu y avoir au niveau de ces influences-là. Pourquoi je dis mal ? Parce qu'en fait, il n'arrive pas à parler de tout. En 2 heures, de toute façon, c'est quasiment impossible. Il faudrait faire des séries de documentaires assez longs. Du coup, voilà, si on est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup là-dedans ou qui a regardé beaucoup de films et qui s'est intéressé à l'histoire de ces films-là et de ce style, on va être assez déçu parce que c'est beaucoup de survol et c'est surtout quasiment 1 heure sur Bruce Lee, alors que ce style-là ne représente, alors que Bruce Lee n'est pas que ce genre-là. Dommage. C'est dommage. C'est parce qu'il a fait son style, en fait, surtout. Le Jet Kundo. Ouais. Et donc voilà, ce documentaire essaie de retracer ça. Il s'arrête à peu près aux années 90. Il parle un peu après les années 2000. Il va évoquer Matrix à la fin. Mais malheureusement, ça va beaucoup trop vite. Mais néanmoins, il y a plusieurs choses intéressantes. Déjà, il y a pas mal de petites anecdotes et de références à des films que les gens ne connaissent pas forcément, comme l'Hirondelle d'Or, La Concubine Magnifique, d'autres trucs comme ça, la 36e chambre de Shaolin. Et aussi un truc que j'ai trouvé assez fantastique, c'est justement ce que je disais, les influences qu'a pu avoir le cinéma chinois sur la culture américaine et sur par exemple le hip-hop, ce genre de choses. Je vais y revenir. Et toutes les petites anecdotes qu'il y a autour des films, autour de Bruce Lee. Et ça commence par parler de la Shaw Industries, Shaw Brothers, vous avez déjà dû en entendre parler, qui a été fondée par Run Shaw, il s'appelle, c'est un de ses noms. Le mec a vécu 107 ans. Il est mort en 2014 et il était à la tête d'un empire cinématographique assez hallucinant dans les années 50-60. Il employait à peu près 1200 personnes dans une mini-ville. C'était, je crois que même il y a un nom qui s'appelle la Shaw City ou un truc comme ça. Et les mecs tournaient en permanence, c'est-à-dire qu'ils dormaient sur place et puis en fait ils se levaient et puis ils tournaient des films, etc. Donc c'était vraiment la grosse industrie de l'époque. C'était particulièrement ouais, que des films de KPDP chinois. Donc j'ai cité l'Hirondelle d'Or et ce genre de choses. Donc en fait, c'est le cliché qu'on a des films de kung-fu au tout début, qui sont plus une espèce de ballet que des films vraiment d'arts martiaux, avec voilà, des habits très colorés, etc., des mouvements très amples. Tu as l'impression que les gens dansent plus qu'ils ne se battent. Et petite anecdote sur ce truc-là, donc c'était quasiment la seule industrie à Hong Kong de ce genre de cinéma. Et un jour, il a vu débarquer un mec qui s'appelait Bruce Lee, qui lui a demandé s'il pouvait tourner un seul film. Il fait non, c'est bon, c'est pas pour nous, ces films-là, ça ne marchera jamais. Donc il a pas eu Bruce Lee. Il a récidivé avec Jackie Chan plus tard aussi.
Ça l'a pas empêché de devenir multimilliardaire et après de fonder un énorme channel de télé, bon, bref. Et justement, en fait, de cette show industrie, est sorti un autre show, mais qui s'écrit un peu différemment, qui s'est barré et qui a fondé, évidemment, je viens d'oublier le nom. Chaud. Show. J'ai pas compris. Putain, ouais, c'est incroyable. Tu fais très bien en tout cas. Ah, je vais continuer de faire semblant. Hein. Je pense que tu peux continuer de faire semblant le temps qu'il retrouve le nom, mais je pense qu'il l'a maintenant. Donc Raymond Shaw, qui s'est barré en fait des Shaw Industries, mais pas du même nom. Ça peut, il y a plusieurs orthographes en fait. Et qui a fondé la Golden Harvest, qui elle... C'est très dur à l'oral, les blagues de show. C'est chaud, ouais. Voilà. C'est une star du show. Et qui a fondé la Golden Harvest et qui, lui, a embauché Bruce Lee et qui a fait Etc. Et on connaît exactement le succès qu'il y a eu après. Et donc, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que le cinéma de genre chinois, donc de Kung Fu, a vraiment explosé aux États-Unis pour une petite raison, c'est que les droits étaient pas chers. Et que du coup, déjà les petits cinémas, il y avait des rues entières où il y avait des cinémas qui passaient en fait que deux styles de films, des films porno et des films asiatiques ou des films de genre asiatiques. T'as fait pas de tromper de ça là. Il y avait la même chose à Paris. Fallait pas te tromper de ça là. Hein? Fallait pas te tromper de ça là. Ou d'heures plutôt. Ou d'heures, oui, avec une salle. Et c'était des salles pourries, complètement dégueulasses, où il y avait des rats et tout ça, mais en fait, les gens qui n'avaient pas d'argent pouvaient aller se payer pour quelques cents une place de cinéma. Et donc déjà, cette culture a commencé à grandir. Et même un peu plus tard, on y apprend que c'était pareil en fait pour les vidéoclubs. Tout le monde disait oui, il y a la télé couleur qui arrive en fait, donc plus personne va aller au cinéma, ce qui s'est un peu passé aussi aux États-Unis et donc il y a eu une chute de fréquentation. Mais les vidéoclubs ont commencé à arriver et en fait, qu'est-ce qu'il y avait dans ces vidéoclubs ? Bah pareil en fait, des films de genre, toujours porno, action et des films chinois. Et donc c'est là aussi qu'il y a eu encore un regain d'admiration pour ce genre de film, parce qu'en fait toutes les grosses industries américaines du cinéma, elles voulaient pas vendre les droits pour pas avoir ces films à la vente, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient perdre de l'argent. Et qu'est-ce que ça a donné par exemple ? Bah ça a donné le début du hip-hop en fait. Parce qu'en fait, tous les mouvements de hip-hop au début en fait sont basés sur les films de kung-fu chinois, etc. Et donc plus tard aussi en France, il y a eu la notion de parcours qui a été justement aussi influencée par ces films de kung-fu. Enfin bref, voilà, il y a plein de choses comme ça. Le documentaire dure 2 ans, donc je vais pas tout raconter. On apprend aussi, vous vous rappelez de la série Kung-Fu ? Ouais. Avec David Carradine. Mhm. C'est le mec qui est fini mort. On va pas évoquer. Pendu dans une. Allez voir sur Google. Allez voir sur le dark web. Allez voir sur le dark web. Il y a les photos. C'est ça. Non, mais c'est pour apprendre les nœuds, c'est important. Oui, bah oui. Ça Si tu suffit veux devenir maintenant. marin, oui, c'est vrai que Quand tu deviens croulant, c'est bien. il dit ça hyper sérieusement, Non, mais c'est horrible. Et donc cette série a été créée à l'origine par Bruce Lee, qui lui voulait parler en fait du kung-fu comme étant et surtout des asiatiques et de ce genre de films comme étant pas forcément des films violents où en fait c'était que tabasser la gueule des gens parce que c'était quand même des films où il y avait plein de sang partout, certes orange mais du sang. Donc il voulait ça et donc il a écrit le script, il a donné l'idée, etc. Et il s'attendait naturellement, parce que c'était le seul acteur asiatique qui faisait du kung-fu à l'époque à Hollywood, à jouer dans cette série. Et en fait, les producteurs se sont dit non, mais on va quand même pas mettre un Chinois dans une série qui est vachement marrant. Et donc, oui, ils ont foutu David Carradine. Mais il était pas américain ? David Carradine ? Non, Bruce Lee. Il était américain. Il avait la double nationalité. Ouais, Et du coup, il s'est dit, bon, bah, s'il y a une série dans laquelle j'aurais pu complètement fit sur là-dessus et que je suis pas pris, bon, bah, je vais me casser. Et donc, il s'est barré à Hong Kong. Et là, il a commencé vraiment sa carrière mondiale que nous connaît tous. Et il est mort 2 ans après. Le pauvre. Ce qui a donné plein de trucs qu'on appelle la Bruceploitation. Oh merde. Comme la Blaxploitation. Où t'as eu Bruce Lee, Bruce Lee. Putain, c'est ouf. Bruce La, etc. Oh, merde. Plein de copies et le truc le plus impressionnant aussi, c'est que il y avait des films qui n'avaient pas été finis de tourner comme le film où il est mort en fait, le jeu de la mort. C'était le jeu de la mort, ouais, le jeu de la mort, ça. et qu'il n'a pas fini complètement de tourner, mais les droits ont été achetés et en fait les gars ont mis cette partie de film et en fait ils ont tourné autour de ces petits bouts de film avec un truc. Le pire, c'est il y a un autre projet comme ça qui s'est fait avec un film en noir et blanc de Bruce Lee où il était tout jeune
mais vraiment tout jeuneau. Et les gars ont fait, bon, bah on a 20 minutes. Ok, là-dessus, il faut faire un film d'1h30. Comment on fait ? Bon, bah alors on va tout remonter, et en fait, on va prendre... Ah, il y a un film de samouraï qu'on a récupéré les droits aussi. Donc déjà, bon, rien à voir. Et on va dire qu'en fait, le film en noir et blanc, le mec se rappelle de quelque chose, il raconte une autre histoire, et ils ont monté le film de samouraï. Et ça, c'était aux États-Unis, et ils ont doublé ça n'importe comment. Donc c'est devenu une espèce de nanar. Il y a même le monteur, enfin un des doubleurs qui en parle dans le reportage, et c'est assez drôle. Et voilà, enfin, il y a plein de petites anecdotes comme ça. Ça dure assez longtemps. Si vous connaissez pas du tout le film de genre de kung-fu et le film de genre chinois, allez-y, regardez-le quand même. Il y a plein de trucs, et essayez de noter les films dont il parle, parce que la plupart sont quand même des films cultes. Et voilà. Par contre, si vous connaissez vraiment bien ce genre de cinématographie, vous allez vous énerver, parce que vous allez dire oui, il parle pas de Stewart, il parle très peu de ça, il parle pas de ce film-ci, ce film-là, donc évitez-le. Par contre, si vous ne connaissez pas et que vous voulez un peu vous y mettre et un peu avoir un aperçu de ce qui est à regarder les films cultes, allez-y, regardez-le, c'est assez marrant et on y apprend beaucoup de choses. Du coup, t'as cassé ta table parce que t'étais vénère ? Hein ? T'as cassé ta table, t'étais vénère, toi ? J'ai cassé une table ? Bah, je pense que t'étais vénère quand t'as vu le film, le truc, en disant tu parles pas de ça. Non, j'étais pas vénère parce qu'en fait j'ai appris plein de trucs que je connaissais pas. Ok, d'accord. Et en fait c'est à la fin, parce qu'il parle tellement de Bruce Lee que quand tu veux parler après, il parle un peu de Jackie Chan évidemment, parce qu'il est hyper connu, du fait que ses cascadeurs s'en prenaient plein la gueule. Il y a des acteurs américains qui reviennent dessus, des stars aussi, une star américaine que je connaissais pas d'ailleurs, j'ai jamais vu ses films. Qui parle de sa carrière en Chine et tout ça, donc ça c'est pas mal. Mais après en fait il passe très très vite sur tous les trucs, donc Stewart par exemple, Wu, etc. Et voilà, il parle de Matrix. Oui, Matrix a révolutionné, a démocratisé le film de kung-fu en Europe, aux États-Unis, ce qui est pas complètement vrai. Et voilà, et après il passe rapidement sur les Yamakasi, après c'est fini. Donc, ouais, putain, le bon quoi, entre les deux. Sur le parcours, pardon, pas les Yamakasi, Oui, sur le parcours. Ouais. Et donc c'est un peu dommage en ça. En fait, ils auraient pu faire au moins 3-4, je pense, reportages sur le même thème, parce qu'en fait c'est quand même bien monté, c'est bien narré. Les interviews sont intéressantes, c'est-à-dire c'est quand même des interviews de doubleurs, d'acteurs un peu méconnus, mais en fait dès qu'ils parlent de leur boulot, ça devient vraiment passionnant. Mais voilà. D'accord. Tu fais fun fact, mais du coup, tu sais, la nièce de Bruce Lee, tu sais qu'elle est encore en vie, parce qu'elle était, enfin pas la nièce, la filleule pardon, de Bruce Lee, ouais. Qui est aujourd'hui cascadeuse et actrice, qui a joué dans The Mandalorian, la saison 2. D'accord. Qui jouait une des méchantes dedans en fait. Et quand j'avais compris le lien entre les deux, j'avais mind blow, parce que pour moi Bruce Lee c'est tellement lointain que il y avait pas de. C'est laquelle méchante ? C'est quand tu vois Ahsoka, c'est dans l'épisode où Ahsoka apparaît en fait. D'accord. Et du coup, pour moi, c'était tellement lointain qu'il n'y avait pas de relate possible en fait entre quelqu'un qu'il a encore connu ou qu'il avait connu vivant en fait. Ouais. Ce qui est complètement bête, parce qu'en vrai, c'est pas si loin que ça. Et du coup, ça m'avait fait mind blow l'idée quoi. Et voilà. Il est mort en 73, je crois. Ouais. Bah et c'est le début de la série de Shang-Chi aussi en comics. Avec Fu Manchu, où ça parle beaucoup de racisme. On en parle dans le dernier comics. Il y a le lien en bas, de toute façon, 171, tu m'as dit. 171. Et tu l'as vu quand, ce reportage ? Il y a combien de temps ? Je l'ai vu lundi soir. D'accord. Bah, il y a 2 heures, parce que j'ai 2 heures avant de... Quand il a changé de sujet, quoi. Et la question sérieuse autour de ça, c'était est-ce que t'as revu des films depuis, ou t'as prévu voir ou revoir d'ailleurs des films Ouais, j'ai prévu d'en revoir plein. Là, j'ai pas maté un film chinois, j'ai maté c'est thaïlandais, c'est The Raid. Et je vais me faire The putain, Raid 2. faut tellement que je le vois. Surtout The Raid 2, je vous conseille. Le 1 est bof. Entre ça et Hong Bak. Mais le 2 est fantastique. Et Hong Bak 2 aussi, je vous conseille. Mais ouais, je suis en train d'en voir ça. Mais c'est Shang-Chi qui m'a fait ça, parce que je me dis merde, pourquoi en fait j'ai arrêté de regarder tous ces films alors que ça a bercé mon enfance, tu vois. Histoire de fantôme chinois, était une fois en Chine, ce genre de truc, quoi. Ouais, que j'ai adoré, hein, vraiment. Enfin, je trouve les combats, les plans sont magnifiques. Enfin, le premier m'a fait. Mais bref. C'est un super hommage. Ouais. De ton côté, Anya, est-ce que tu aimes ce genre de film ? Moi j'aime bien, mais alors je m'y connais pas assez, je pense, mais j'ai les grosses références en tête. Après, effectivement, en fait, c'est trop con, mais du coup, quand tu dis, cette histoire de les doubleurs qui ont fait n'importe quoi avec des morceaux de films de Bruce Lee, qui ont improvisé le truc, ça me fait penser un peu
à l'époque Dorothée où quand on a eu les premiers animés importés du Japon, Bien et sûr, les mecs oui. faisaient n'importe quoi sur Ken l'improvisation. le en mode, survivant, un des pires. le produit asiatique a été maltraité dans tous les cas et ouais, ça m'a fait penser à ça et ça m'a fait doucement rire. Et sur ces doubleurs-là aussi, les mecs racontent qu'ils doublaient à la chaîne les films chinois. Et ils racontent, ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je crois qu'ils ont doublé pendant 6 heures d'affilée. Et les mecs clopaient comme des gros oufs. Putain. Et les mecs, ils nous disent, ouais, on a bu 72 bières aussi. Et puis, je pense que le résultat était complètement fou. À peine. On s'en rappelle pas. Mais tu vois, ce que je disais sur le mauvais doublage, et du coup, ce que tu disais, Kétrus, sur les plans d'autres films insérés pour pouvoir finir un film, ça se faisait beaucoup aussi au début des Sentai pour le tournage des premiers Sentai qu'il y avait au Japon, par exemple, parce qu'ils reprenaient beaucoup de scènes qui étaient dans les premiers épisodes pour gagner du temps au tournage, parce que c'était fait à la semaine. Et surtout quand, par exemple, quand Power Ranger est sorti aux États-Unis, à confirmer, mais il me semble en fait qu'ils avaient pris beaucoup de matériaux de combat ou d'explosion qui venaient des Sentai originaux au Japon, et qui du coup en fait ils inséraient dans les combats des Power Rangers en fait, parce que du coup ils avaient pas le temps de tout tourner, ou ils avaient pas la... C'est génial. Et du coup c'est un truc qui se fait mais tellement quoi. T'as 2 exemples qui me viennent. T'as un film chinois aussi qui a récupéré la BO de Shaft. Ouais. Et qui l'a mise comme ça sur le film. et en fait c'est drôle parce que la BO de Shaft, en fait, ça marche partout. Donc quelle que soit la scène, ça fonctionne. Et je sais pas si vous connaissez Turkish Star Wars. Ouais putain, c'était horrible. Je me rappelle plus du nom turc. C'est fantastique, c'est un nanar à voir absolument. Et il y a des vrais C'est morceaux incroyable, de Star Wars incroyable. dedans. Il y a la vraie musique de Williams, mais en plus super mal compressée. Mais c'est même pas ça, c'est qu'en fait il y a même des passages du film où quand ils sont dans les X-Wing, le mec est dans un truc en carton quoi, tu vois, et en fait en fond il passe le vrai film. Et c'était du coup le vrai film avec donc la scène de X-Wing, mais en fait c'est juste que parfois les plans séquences passent dans les intérieurs de vaisseaux ou dans les combats au pistolet, et t'as ça qui apparaît derrière lui alors qu'il est en train de piloter. Tu fais, putain, c'est nimp les gars. Ouais. Mais ce qui est vraiment passionnant sur ces trucs là, parce qu'on se fout de la gueule des nanars et des trucs comme ça, et en fait c'est les influences que ça a donné, et c'est aussi des réalisateurs qui ont vu ces nanars là dans leur pays, et en fait ils disent waouh c'est trop bien, et puis après ils vont voir d'autres films et ça crée des ponts quoi. Comme un peu ce qu'il y a eu avec Godzilla, King Kong, les kaiju et compagnie. C'est juste un ping-pong de culture, et je trouve ça génial. Zev, de ton côté, le dernier que t'as vu dans le genre, qui t'a fait kiffer, ou un des derniers? De film, je pense que j'ai revu Dragon quand il est ressorti, quand un moment il a passé, mais ça date déjà, mais donc qui était le film sur la vie de Bruce Lee, joué par son fils. Ok, mais le prochain, non, il n'était pas joué par son fils, je n'ai que combien de conneries, c'est pas du tout son fils qui C'est The Crow. Oui, parce que oui, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Non, je sais pas, n'importe quoi. Mais voilà. Okay. Mais aussi, pareil, Bercy mon enfance, tout ça, enfin, je sais pas. Ça a été exactement la même chose. Je me suis pas blessé en faisant du kung-fu. Mais t'as essayé de te blesser? T'as essayé de te blesser quand même? J'ai pas essayé, non. Ah, merde. Mais je faisais ça à mort, bien sûr, un truc comme ça. J'ai une nunchaku comme tout le monde, je pense, à un moment, en jouant avec. Et, voilà. Mais si, ouais, carrément. Ok. Eh bien, en tout cas, merci Kotrus de nous avoir parlé de Iron Fist and Kung Fu Kicks, qui est dispo sur Netflix depuis 2019 et qui dure, comme tu l'as très bien dit, 1h47. On va faire un point sur les défis, du coup. C'est la rentrée. Alors, je vous propose de jamais reparler pour l'instant du défi qu'on avait fixé parce qu'on n'a rien fait, mais peut-être que ça pourra être... Non, mais on peut pas, les Covid. Exactement, à cause de la crise sanitaire que nous rencontrons actuellement au moment de l'enregistrement en 2021. Non, bref, on s'est pas organisé et voilà, on pourra peut-être le faire plus tard. Mais on va quand même fixer un nouveau défi pour la prochaine fois, qu'on a peut-être un peu évoqué en amont, je sais pas, non, peut-être. T'en penses quoi? Absolument pas, je vois pas ce que tu parles. Ah d'accord. Ok, donc je sais pas, on a qu'à dire au pif. Au pif. Au pif. Et là, vous ne le voyez pas, mais Jordan est en train de me regarder fixement. Ah oui, c'est vrai, je te regarde, Anya. Prends dans un chapeau les... Attends, je prends faire ça. un petit bout de papier là. Bon, c'est un post-it que... Il y a écrit quoi? Pourquoi tu débarrasses un post-it vierge? Anya va présenter le prochain contre-gaz. Mais non. Pourquoi tu lis un post-it vierge? Bah parce que... Mais regarde, tu vois pas? Non. C'est écrit sur la tranche. C'est écrit sur la tranche, ouais, du post-it. Alors là, il y a Zef qui prend le reste du post-it. D'ailleurs, j'ai racheté un petit bout de dessin. C'est tout. J'ai racheté un petit bout de dessin.
sur la tranche. Ah, ça, c'est pas très pile sympa. au niveau du dessin, il y avait écrit. Regarde, si t'arrives bien à lire là, regarde. C'est très imagé comme podcast. Ok. Bref, donc voilà, exactement. Sur ce post-it là, c'est écrit. Est-ce que ça te va Zo. comme défi, Anya de... Zo ou 2000. Arrêtez de dire les post-it. C'est une blague de base. Voilà. Eh ben écoute, allons-y. Et ben on va faire ça comme ça. Comme ça d'un coup. Voilà. Et ben très bien. Et ben merci d'essayer de remplir ce défi. Puis on va passer tout de suite au coup de cœur. Alors moi j'ai un coup de cœur. C'est la chronique de Queutrus dans le numéro 24. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Apparemment non. À un moment donné j'ai dit c'est génial, j'adore. Et ça a même fait un petit mème à un moment donné. Ah oui, c'est vrai, je Voilà. l'utilise encore. Tu le vois ou pas ce truc-là? Bah c'est Hades en fait, tout simplement. Ah, Et ça- Alors évidemment il y a le lien en bas si vous voulez écouter la chronique de Queutrus que j'ai écouté il y a quelques heures avant l'enregistrement et j'ai kiffé. Je suis hyper d'accord avec ton amour pour le jeu. Le côté narratif évolutif c'est vraiment ouf. Enfin vraiment je surkiffe. Je suis presque triste de pas y avoir joué avant. Mais après je suis content du jeu parce qu'il y a des trophées sur PS4, PS5. Et je tiens à dire, on en avait un petit peu parlé dans le podcast, que je joue en mode divin. C'est le mode un petit peu facile. C'est qu'en fait on commence avec 20% de dégâts subis en moins par rapport au mode normal. Et à chaque fois qu'on meurt, on va gagner 2% supplémentaires jusqu'à un max de 80%. Ça facilite le jeu, mais on sent quand même un axe de progression quand on joue. Et je pense que je meurs moins souvent au final. Enfin, j'ai quand même l'impression de un peu galérer, mais de moins en moins parce que j'évolue avec le jeu et en plus avec le fait que cette protection augmente si je rate un run, quoi. Et franchement, je pense que c'est surtout du temps de jeu gagné pour un autre jeu à côté. Et ça me dérange pas de me dire, on parlait de testostérone, il faut du défi. Bah, j'ai quand même galéré au début, donc il n'y a pas de problème. Mais je trouve que le jeu il est incroyable pour toutes les raisons que tu as citées. Donc allez écouter cette chronique, je la trouve très très cool. Et de toute façon, en moins de 2 minutes, je peux pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que jouez-y, c'est génial, quoi. Et je vais passer la parole à quelqu'un qui n'était pas là depuis le début, mais qui s'est incrusté pour le coup de cœur et on l'accueille avec grand plaisir. C'est Julie. Comment ça va? Oui, bah ça va. J'ai vu la lumière, je suis rentrée. T'as bien fait. C'était cool. Il faisait chaud. Il y avait, voilà, ça sentait bon. Je me suis dit, Merci. cette chaumière a l'air sympathique. Non, en fait, j'ai juste une petite, pas un vrai coup de cœur, mais une petite blague. C'est quelque chose qui m'est fait penser avec sa chronique. Je me suis rappelé de l'existence d'une discipline qui est le nunchaku artistique. Ouais. Et donc, il y a des gens dont c'est le métier et qui sont champions du monde de nunchaku artistique. Et il y a un gars qui s'appelle Kim Silver. Attends, mais Et je vous invite à regarder les vidéos de Kim Silver. C'est à peu près du niveau de... c'est le patinage artistique rencontre les concours d'aérobic et les démos de One Shaolin à Bercy. C'est n'importe quoi. C'est une espèce de... Années 80-90, oui. Vraiment cette période où on faisait des trucs qui n'avaient aucun sens. Mais toujours avec des pantalons à paillettes, argentés. Ah, trop bien! Où il faisait le grand écart sur des skates en faisant du nunchaku. Oui, avec une musique hyper 80s, hyper agressive, pleine de drogue. C'était vraiment kitsch. Véronique et Davina du nunchaku. C'est ça un peu. Ok, j'irai voir avec plaisir en tout cas. Est-ce que Queutrus, tu as un coup de cœur? Eh ben en fait, c'est le coup de cœur de mon fils. Qui m'a fait découvrir une chaîne YouTube, donc un YouTuber, et je suis très fier qu'il m'ait fait découvrir ce genre de chaîne. Elle s'appelle Dirty Biology. Mais oui, bien sûr. Voilà, que je ne connaissais pas, et je trouve ça fantastique parce que c'est fait par un gars qui a vraiment fait des études de biologie. D'ailleurs, je sais pas s'il continue, qui a étudié en labo, qui a travaillé en labo, etc. Et le mec arrive quand même à rendre la chose très 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 accessible, tout en citant des articles scientifiques, donc les articles en noir et blanc, un peu rébarbatifs. Je sais pas si vous en avez déjà vu, mais allez sur Google, en taper, vous allez voir, ça fait un peu peur quand on n'est pas habitué. Et il fait ça de façon très honnête, de façon très simple, et tout est justifié, tout est sourcé. Donc voilà, je suis en train de me refaire toutes les vidéos parce que c'est mon fils qui a insisté, il fait où est-ce qu'on peut mettre ça en mangeant, etc. Il y en a une super sur je sais plus quel sujet. Et j'ai regardé, je fais trop fort, et voilà. Donc je la recommande chaudement si vous ne connaissez pas. Faut regarder ici Because Science, oui, qui est vraiment excellent. Et le mec parlait de Magic à un moment, il faisait un ordinateur de Turing avec des cartes Magic, et ça défonce. Vraiment trop bien. Anya, à toi. Pour continuer dans la lancée des docus Netflix, là pour le coup c'est un docu-série, donc c'est plusieurs épisodes et plusieurs saisons il me semble, et ça s'appelle The Movies That Made Us. Oui. Oh, putain, oui.
Et alors, moi qui ai une culture cinématographique assez pauvre, il faut le dire, par rapport à mes collègues, et ben en fait, ça m'a fait redécouvrir plein de trucs. Et alors, la tonalité est quand même vachement politiquement correcte. Ouais. Parce qu'il y a plein de moments où tu sens que ça pourrait vriller, parce que voilà, c'est quand même majoritairement des gros producteurs ou des gens de l'industrie du cinéma qui sont là pour la thune, et on le sait tous, qui sont interviewés et qui balancent des anecdotes genre en mode haha, on en rigole aujourd'hui parce que Parce que heureusement personne n'a porté plainte. c'est ça, exactement. mais dans l'idée, c'est assez sympa. Le format, je crois que c'est genre une demi-heure par épisode, et ça reprend tous les blockbusters années 80-90 et tous les classiques en fait, et c'est vraiment très très chouette. Dirty Dancing. Mm. Tellement bien. Le reportage, il m'a fait découvrir tellement trop de trucs ouf. sur ce film, il était ouf. Je propose de garder la parole, Zéphiriel. Ouais, bah, du coup, sur Dirty Dancing, ils expliquent que personne voulait faire. Mais personne voulait faire le film à l'époque, et du coup, c'était. Qu'en plus, c'était des réalisatrices qui l'avaient fait, qui l'avaient écrit. C'était complètement trop bizarre, presque anachronique à l'époque, mais le film a très bien fonctionné. Je vous conseille de regarder ce film 1000 fois dans votre vie. Merci pour ton coup de cœur. Voilà. C'est pas ça? Non, en vrai, je voulais faire un coup de cœur sur les What If de Marvel. Parce que j'avais commencé les trucs en me disant c'est pas foufou, et les derniers épisodes étaient vraiment vraiment ouf, les deux derniers là, le Marvel Zombie et Marvel Doctor Strange. Donc voilà, regardez ça, et si vous regardez ça, c'est que vous avez Disney+, et si vous avez Disney+, je vous conseille de regarder ou de re-regarder Lost, parce que ça bute toujours autant. J'en suis à la saison 3, je me rebouffe tout ça, et je prends un plaisir mais ultra bon et presque malsain à tout remater, sachant ce qui va arriver au fur et à mesure des épisodes. Et voilà, je me souvenais pas qu'il y avait autant de bons acteurs dedans. Voilà, tu dis ça parce que t'es à la saison 3. Saison 3, il y a Juliette. Et quand tu arrives au moment où Juliette arrive, t'es amoureux déjà. Oui, déjà. Juliette. Et t'as vu Michel Rodriguez mourir, et donc t'es triste, mais tu découvres Juliette après, donc ça va mieux. Voilà, non, mais vraiment, c'est ouf parce que la réal est vraiment datée sur plein de points, quoi. C'est 2008, 2004, 2008, je crois, à Lost. Donc c'est vraiment vieux maintenant. Mais en termes de réalisation, je veux dire, c'est pas si vieux que ça dans le temps, mais ça a vraiment évolué de ouf. Et donc les premiers épisodes, on sent qu'il y a des problèmes de réal, on sent qu'il y a des problèmes narratifs. Enfin, c'est pas. Enfin voilà, on voit tous les petits trucs, surtout quand on connaît la série. Mais putain, ça fonctionne tellement toujours bien, quoi. Les cliffs, ils sont ouf. Je sais pas, moi je suis comme un gosse, voilà. Je pense que tu pourrais nous faire une chronique. J'ai vu Lost 15 ans après. Est-ce que ça vaut le coup de le voir aujourd'hui? Franchement, je pense que je pourrais en parler des heures de Lost. Pour moi, c'est une des top. C'est une des séries qui reste dans mon top 3 ever. Il y a rien qui m'a déçu. Même la fin, j'ai adoré. Moi, ça m'a trop déçu. Ouais, je sais. Mais j'en parlais ce week-end enfin, ce week-end dans mon séminaire avec des collègues. Mais du coup, je comprends que ça puisse décevoir. Mais moi, j'entends complètement la vision de l'auteur là-dedans. Il y en a des centaines, finalement, parce qu'il y a autant de réal et de scénaristes dans la série qu'il y a d'épisodes quasi. Mais j'entends complètement là où il a voulu mener le truc, et je trouve ça presque intelligent de pas donner les réponses plutôt que de donner des réponses qui sont nulles, en fait, tu vois. Ouais, moi, c'est plus dans la réalisation où ça commence ça traîne à un moment donné. Je trouve que ça devient un peu fouillis, en fait. Dans la fin? Ouais, mais parce que ils avaient enfin, je rappelle que c'est la série où il y avait 24 épisodes par ça. Et en fait, tu te rends compte aujourd'hui que c'est plus la peine de faire ça, quoi. Exactement. Mais du coup, il y a beaucoup de fillers, et je trouve contrairement à beaucoup de séries aujourd'hui qui ont encore trop de fillers dans les séries de 13 épisodes, par exemple, je trouve que là, elle était quand même assez intelligemment faite, parce que toujours manier le flashback ou le flash forward suivant les saisons, correctement avec la vie des gens pour pouvoir te faire apprendre correctement des choses avec. Ça, c'est ouf. Ça, c'est super intelligent, même si parfois ça ne sert que le propos du présent, en fait. Mais je trouve que c'est super imaginatif comme truc. Non, mais c'est clair que si vous l'avez pas vu, vous regardez là, parce que c'est une série culte, c'est quelque chose qui a marqué son époque et qui a fait une bascule, en fait, dans l'univers des séries. Donc, c'est à se voir. Et puis il y a des épisodes fantastiques. Putain, c'est trop. Ah bah putain, regarde ça, quoi. Regarde ça. Vraiment, c'est oufissime, quoi. Bah, merci pour ce coup de cœur mini chronique, du coup. J'ai regardé ma montre, je suis bon, hein. Ah, c'est bon. Eh bien, merci encore à toute la team pour vos chroniques. Alors, je vous rappelle évidemment qu'on appartient à une association qui s'appelle le VHS. Alors, pas celle dont parlait précédemment Cutrus, mais le Vaisseau Hyper Sans Sas.
et qu'on a un Patreon. Alors, éventuellement, plutôt que d'offrir un café à un ou une collègue que vous n'aimez qu'à moitié, je pense que vous pourriez, et c'est facultatif, faire un geste pour soutenir notre association et faire plaisir à une petite trentaine de personnes. Hein. Donc voilà, si vous aimez nous écouter, ça peut être l'occasion de nous le dire financièrement. Et encore une fois, c'est si vous le souhaitez uniquement. Comment ? Il y a le petit lien, comme tous les autres liens dans la description du podcast. Je vous invite à lire ça. On va faire un petit dernier tour de table pour vos pubs. Par exemple, toi, Ketrus, est-ce que tu as une activité en ce moment sur des podcasts ou autres types de projets dont tu voudrais nous parler aujourd'hui ? Écoute, bien sûr, Jean de Couscous, je voudrais parler d'un projet qui me tient à cœur Et quel est-il, autour de la grive, donc petit oiseau que l'on trouve. Attention aux accents, mais vas-y, reprends. Oui, c'est vrai, on a arrêté les accents. Et non, Comics Outcast, le dernier, on en a déjà parlé, et il y a un Whisperos qui va bientôt sortir. Ouais. Et il est très très cool. Ok. Bien. Est-ce que tu as quelque chose à mettre en avant ? Alors moi j'enregistre le Contrecast. Lequel ? Je sais pas si tu... C'est écrit sur le post-it. C'est la post-prod. Attendez, je vous refais les faits. C'est vraiment écriture. Hein. C'est vraiment écrit. Franchement, Il y aura une photo sur top de la le réelle, Discord. Anya présente l'émission 34. C'est ça, puisque c'est la 33 actuellement. C'est ça, hein. Ok. C'est vrai. Donc on te retrouve dans un mois en fait. Exactement, vous me retrouvez dans un mois et en tant qu'animatrice cette fois-ci. Oh, j'ai hâte. Et toi, Zef ? En fait, j'ai envie de dire un truc, mais je sais pas si quand sortira l'émission, donc si je peux le dire ou pas encore. Il y a des gens qui nous écoutent un peu en différé. Donc là, on enregistre en septembre 2021 et peut-être que d'ici là, ça sera sorti. Teaser. Ok, bon, je vais pas le dire. Ok. Non, mais j'ai un doute sur quand ça sort en fait, donc j'ai un doute. Non, voilà, non, c'est très cool. Là, on va ressortir les 188 avec Théo, donc c'est trop bien. avec des gros invités, il on paraît. a des gros invités. Ouf. Voilà. Eh ben, c'est cool. Bien évidemment, continuez à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast ou tout autre lecteur de podcast si vous en avez un autre, parce que c'est gratuit, ça vous permettra de savoir quand est-ce que ce sera diffusé. Et j'ai bien évidemment une question, parce que je me la suis posée cet été. Il y a eu un événement sportif assez important. Je pense que je vais te regarder, Ketrus, en posant cette question, mais est-ce que tu sais, c'est assez dur, hein, je préviens, combien il y a d'anneaux sur le drapeau des Jeux Olympiques ? Ah non, pardon. Dans les Jeux Olympiques ou Paralympiques, d'ailleurs, je sais pas s'il y a un drapeau paralympique, mais on va parler des Jeux Olympiques. Quoi, il y a moins d'anneaux ? Je sais pas comment Non, ça c'est le fonctionne. même, Non. parce que c'est Jeux Olympiques. Il y a c'est pareil. peut-être une différence, je sais pas. Il y a mais 5 anneaux, je crois. Il y a 5 anneaux. 5 anneaux, c'est ma dernière réponse. C'est ta dernière réponse, Mm. c'est validé, et 5 étoiles du coup à mettre sur votre Apple Podcast, parce que c'est trop bien et ça nous fait plaisir. Et d'ailleurs, pour juste pas faire une blague sur ça, saviez-vous qui représente les 5 parties du monde unies par l'olympisme, et ces 5 couleurs reproduisent celles de tous les drapeaux nationaux qui flottent à travers l'univers de nos jours. Ouais. Et en fait, c'est 6 parce qu'il y a aussi le blanc qui est en fond. Mais voilà. Et par ailleurs, je crois que Paris 2024 sera la première fois où les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques se dérouleront sous la même bannière, quasi en même temps. Je crois qu'il y aura Ça, c'est pas cool. de différence Ah, entre c'est les trop deux. bien. Ça, c'est très très cool, je trouve. Et j'étais assez Bonne nouvelle. content d'écouter ça à la fin des Jeux Olympiques, que j'ai pas regardé ou écouté. C'était la minute culture du coup. Voilà. On fait quoi ? On se retrouve le mois prochain du coup avec une team à définir pour l'instant, mais on sait que c'est Anya qui l'a présenté parce que c'est le post-it qui l'a dit. Je serai toute seule. Ah bah écoute, nouvelle formule, salut. Eh ben on verra, ça peut Tu sais être ce qui va sortir du coup ? Non, c'est ça. pas encore. Merci à vous et merci d'avoir écouté. Salut, ciao. Ciao, ciao.